100 mg en association avec Denuc, résultat à 48 semaines de l'étude Atalo. Lomi, c'est à toi. Merci. Je voulais remercier aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de vous présenter nos données très fraîches de la semaine 48 de protocole Atalo qui a eu lieu dans notre service avec l'aide de plusieurs centres parisiens. Et comme dans ces 3 jours de conférence à Fravi, on a débattu énormément sur l'allègement thérapeutique. On a parlé de bithérapie, monothérapie, de traitements intermittents. On a évoqué un protocole Darulite dans une session de jeudi après-midi. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler de Atalo, qui est, je dirais, le petit frère de Darulite, parce que c'est un protocole qui voudrait proposer un allègement thérapeutique avec une réduction de la dose du 3e agent d'une trithérapie antirétrovirale. Et cette idée a germé dans notre tête il y a quelques années, en 2014, quand les recommandations du rapport Morla, justement, précisaient encore l'utilisation des trithérapies des antirétroviraux avec un 3e agent qui pourrait être une antiprotéase, les NNRTI ou les anti-intégrases qui commençaient à être de plus en plus utilisées. Donc pour nous, une des solutions de réduire la toxicité des traitements antirétroviraux et justement des IP à long terme pour nos patients qui devraient utiliser ce traitement pendant des décennies, c'est toujours en maintenant la suppression virologique, c'était la baisse de dose de cette antiprotéase. L'atazanavir, on l'a choisi, l'atazanavir boosté, car il a une demi-vie longue, une pharmacocinétique favorable, il a un profil cardiovasculaire et métabolique neutre, et il est compatible avec la grossesse. Donc, pour toutes ces raisons, notre objectif principal de cette étude était d'évaluer la capacité à maintenir l'indectabilité de la charge virale inférieure à 50 copies par millilitre à 24 semaines d'un traitement avec la dose réduite d'atazanavir à 200 mg en association avec 2 NRTI chez des patients qui sont en succès virologique et qui sont sous traitement stable par la dose classique de 300 mg d'atazanavir boosté associé au même de nucléosidique. Plusieurs objectifs secondaires ont été décidés. Bien sûr, déterminer la indectabilité persistante à 48 semaines, décrire le profil de résistance en cas d'échec virologique, décrire l'évolution immunologique des CD4 à CD8, bien sûr la tolérance clinique et biologique, et vérifier que les concentrations résiduelles plasmatiques sont toujours efficaces de l'atazanavir boosté après la réduction de sa dose. Donc, notre étude est une étude ouverte de phase 2, non comparative et multicentrique, qui a réuni 6 centres parisiens qui ont uni leurs forces pour pouvoir inclure ces patients entre juin 2015 et décembre 2016. Le dernier patient, donc, il a eu sa dernière visite en décembre 2017. Les patients qui ont été inclus dans ce protocole étaient avec une charge virale indétectable depuis au moins 2 ans, qui avaient un traitement stable depuis au moins 6 mois, qui avaient des CD4 supérieurs à 300
des cellules par millimètre cube, et surtout un virus sensible au traitement antirétroviral en cours. Et ceci était vérifié sur les génotypes VIH pré-thérapeutiques, s'ils étaient disponibles, ou sur les génotypes faits en cas des échecs antérieurs pour tous ces patients. Donc, tous ces patients étaient sous traitement par atazanavir boosté 300 mg par jour plus 2 nucléosidiques. Et à J0, ils sont passés à la dose faible de 200 mg par jour, avec toujours les mêmes 2 nucléosidiques. Les visites de suivi étaient classiques à J0, S4, S12, S24, S36, S48. Plusieurs paramètres en dehors de l'examen clinique ont été vérifiés à chaque visite. Et comme une première, nous avons décidé de faciliter la délivrance de médicaments pour nos patients en les proposant aussi pouvoir s'adresser en ville. Nous avons pris contact avec plusieurs pharmaciens de Paris qui ont joué le jeu, mais paradoxalement, c'était beaucoup plus compliqué pour les patients que pour nous et les pharmaciens. Le critère de jugement principal était bien sûr le pourcentage des patients en succès virologique maintenu à S24. Les critères de jugement secondaire sont multiples et qui sont bien sûr suite à objectifs secondaires qu'on s'est proposé initialement. Nous avons préinclus, comme c'est marqué ici sur le flowchart, 71 patients. Et à partir de ces 71 patients, à cause d'un échec de préinclusion pour 3 patients, 68 patients étaient inclus. Et avant J0, 6 patients n'ont jamais débuté le nouveau traitement à 200 mg d'atazanavir et n'ont pas été analysés. Donc, à partir de 62 patients analysables, je pourrais vous dire qu'entre J0 et S24, nous avons eu un seul échec virologique qui a été lié à un arrêt de traitement suite à un problème psychologique majeur d'un patient et qui a décidé d'arrêter de lui-même, et un perdu de vue. Entre S24 et S48, il y a 4 patients qui ont arrêté la stratégie, 1 pour un échec virologique, 2 pour un échec de stratégie, et le 3e pour un changement de traitement suite à la survenue d'une grossesse. Il ne faut pas s'effrayer de ce tableau, mais j'ai essayé de vous mettre le plus grand nombre de paramètres, mais on va cibler l'âge de ces patients. On voit ici qu'entre min et max, c'est une grande variabilité, 23 et 81 ans. C'est un protocole parmi les très peu où les hommes et les femmes sont presque à l'égalité. Le facteur de risque hétérosexuel est carrément à 50%. Il y a quand même des patients qui ont un antécédent de sida de stade classant C à 16%. La charge virale préthérapeutique qui a pu être récupérée pour 47 patients était en médiane à 4,3 log. La charge virale à J0 était entre 20 et 29 copies. Il ne reste qu'une minute. Oula. Bon, mais je vais faire très vite. Et donc, la plupart des patients étaient traités à partir de 2000. Et quelques-uns ont eu des échecs thérapeutiques. Donc, je passe au résultat. Le succès virologique, qui est notre critère principal de jugement, était 98,4% avec un intervalle de confiance entre 88 et 99.
Sur les 2 échecs virologiques, je pourrais juste dire que une personne a arrêté le traitement, une deuxième a eu une très bonne observance, mais qui a eu des doses faibles en concentration plasmatique, qui ont fait qu'à un moment donné, elle a répliqué, c'est une patiente, et elle a acquis la mutation 184I. Toutes les 2 personnes sont indétectables sous un traitement à la base d'une anti-intégrase. On a eu 6 patients avec 7 blips, dont un patient qui a eu une blip antérieure à l'échec virologique à S36. La probabilité du succès thérapeutique est calculée en fonction des autres paramètres, donc des patients qui ont arrêté leur stratégie et qui sont... Le succès thérapeutique à S24, c'est toujours très confortable à 96,8 et à S48, 91,9. Les taux de lymphocytes CD4 et CD8 et le rapport CD4 et CD8 étaient stables. Tous les paramètres métaboliques étaient stables. Et on voit une amélioration significative de clairance de la créatinine à S48 et une baisse significative de la bilirubine dès S24 et confirmée à S48. Parmi les événements cliniques et biologiques graves, on a eu 3 hospitalisations et parmi les événements liés à la stratégie du protocole, il y a 5 patients qui ont eu une ictère conjonctivale et une hyperbilirubinémie malgré la baisse de la tazanavir, un diabète insulino-dépendant et une hyperpigmentation cutanée grade 1, mais qui était à l'origine de la décision du patient d'arrêter sa stratégie. Il y a 2 grossesses qui ont eu lieu quand même pendant ce protocole. Et une des femmes a continué la stratégie et elle a réussi à avoir un beau bébé non infecté en gardant la tazanavir à 200. Je voulais dire que le coût mensuel en France par an de traitement est diminué de 2 730 €. Et en conclusion, donc, je voulais juste redire que cette association de 200 mg par jour plus 2 NRTI, qui peuvent être pour 3 quarts Truvada et 1 quart Kivexa, maintient l'efficacité virologique à S24 et à S48. C'est net comme meilleure tolérance biologique, surtout au niveau de la bilirubine totale plasmatique et de la fonction rénale avec un débit de filtration glomérulaire améliorée. De notre point de vue, cette stratégie pourrait être une stratégie de maintenance à utiliser malgré le choix très large des antirétroviraux et compatible avec une grossesse. L'évaluation pharmacologique des concentrations résiduelles est en cours, donc je n'ai pas ces résultats pour l'instant. Et du point de vue économique, je me disais que cette stratégie pourrait être une alternative pour certains patients qui peuvent bénéficier d'un Ataza boosté génériqué prochainement en France et ailleurs. Et d'après tous mes contacts avec mes amis d'Afrique, j'ai compris que ça existe en Afrique du Nord, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Mali. Et tout ça, c'est un accès gratuit pour tous ces patients pour l'instant. Donc, c'est à réfléchir pour ce genre de traitement allégé. Je voulais remercier à toutes les personnes qui ont participé à cette étude dans les 6 hôpitaux de Paris, le Centre de méthodologie et de gestion dans l'Institut Pierre-Louis avec Lambert, Jonathan, sous la direction de Dominique Costagliola. Dans notre équipe, je voudrais remercier un petit clin d'œil particulier à Audrey Merlet qui s'est impliquée beaucoup dans ce protocole avant qu'elle quitte notre service pour d'autres horizons. Et bien sûr à Christine Katlama qui nous
aide à avoir des yeux vifs et plein de désir de continuer la recherche dans plein de domaines comme celui-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Loumi. Malheureusement, le temps est écoulé, donc on ne va pas pouvoir prendre de questions. Alors, le prochain orateur est Isabelle Andrieux-Meyer et elle va nous parler de tolérance et efficacité du Ravitazvir Sofosbuvir.